Depuis la nuit des temps, l'être humain est fasciné par les motifs, par cette envie de prédire ce qui va suivre, de mettre un peu d'ordre dans le chaos. Et au cœur de cette quête, il y a un concept mathématique d'une pureté incroyable, les suites numériques. Cette phrase de Victor Hugo est un point de départ parfait. Le jeu de mots sur suite est magnifique. Il y a la suite qu'on suit, comme un cortège, et puis il y a la suite mathématique, cette succession de nombres qui suit une logique, une règle bien précise. C'est cette deuxième suite qu'on va explorer, pas à pas, pour essayer d'en percer tous les secrets. Alors, on pourrait croire que les suites, c'est une invention récente, une abstraction de matheux. Mais en fait, pas du tout. C'est une idée qui nous vient de très très loin. Ce voyage dans le temps, il commence il y a plus de 6000 ans. On en trouve des traces sur des papyrus égyptiens, sur des tablettes d'argile en Mésopotamie. Bien plus tard, au IXe siècle, des savants du monde arabe s'y intéressent de près. Et puis il y a un tournant en 1202. Un certain Léonard de Pise, plus connu sous le nom de Fibonacci, pose un problème qui a l'air tout bête, mais qui va absolument tout changer. Et le voilà, ce fameux problème des lapins. La question semble simple, presque enfantine, mais la réponse va donner naissance à l'une des suites les plus célèbres de toute l'histoire. La voici, cette suite. 1, puis 1, puis 1, puis 2, 3, 5, 8. Vous voyez le truc? Chaque nombre est tout simplement la somme des deux qui le précèdent. C'est ce qu'on appelle la récurrence. Une règle qui s'auto-alimente. Et ce qui est fou, c'est que ce motif tout simple, on le retrouve absolument partout dans la nature. Des pétales d'une fleur aux spirales d'une galaxie. Bon, ces exemples historiques, c'est super pour l'intuition. Maintenant, voyons un peu comment les mathématiques ont mis des mots et des formules là-dessus pour pouvoir analyser ces motifs de façon rigoureuse. Alors, une suite numérique, c'est quoi au juste? C'est simple en fait. C'est une liste de nombres bien ordonnée. Chaque nombre a sa place, son rang, et le passage d'un nombre à l'autre obéit à une règle, à une sorte de code. Pour définir ce code, il y a deux grandes manières de faire. La première, c'est la définition explicite. C'est un peu comme un GPS, on lui donne la position, le rang n, et la formule nous donne directement le nombre correspondant. C'est direct. La deuxième, c'est la définition par récurrence. Là, c'est plutôt un jeu de dominos. On connaît le premier, et on a la règle qui explique comment un terme permet de calculer le suivant. On doit tout faire dans l'ordre. C'est exactement comme ça que marche la suite de Fibonacci. Une fois qu'on a notre suite, on peut commencer à décrire son comportement. Est-ce que les nombres ne font qu'augmenter? Alors elle est croissante. Est-ce qu'ils diminuent? Elle est décroissante. Et si elle est coincée, incapable de dépasser un certain plafond ou de passer sous un certain plancher, eh bien on dit qu'elle est bornée. Et ça nous amène à la question la plus fascinante de toutes, la question fondamentale quand on étudie une suite. Quel est son destin? Oui, que se passe-t-il si on laisse la machine tourner à l'infini? Est-ce que la suite va quelque part? Quel est son comportement sur le très très long terme? C'est vraiment la question qui obsède les mathématiciens. Première possibilité, la suite converge. Ça veut dire qu'elle finit par se calmer, par se stabiliser. Elle se rapproche de plus en plus près d'une valeur unique, d'une destination finale qu'on appelle sa limite. C'est son point d'équilibre. Deuxième possibilité, tout le contraire, la divergence. Là, il n'y a pas de destination en vue. La suite s'emballe, elle file vers l'infini, positif ou négatif, sans jamais s'arrêter. Elle explose en quelque sorte. Et puis, il y a un troisième cas de figure. La suite ne se stabilise pas, mais elle n'explose pas non plus vers l'infini. Elle peut très bien osciller pour toujours. L'exemple typique, c'est la suite -1 puissance n, qui passe son temps à sauter de -1 à 1, puis -1, puis 1, indéfiniment. Elle n'a tout simplement pas de limite. Pour bien saisir ces trois destins possibles, on va regarder de plus près deux types de suites qui sont un peu les briques de base de tout le reste. Voici les deux stars du domaine, les suites arithmétiques et géométriques. La suite arithmétique, c'est comme monter un escalier. Chaque marche a la même hauteur, on ajoute toujours la même valeur. C'est une croissance régulière, linéaire et qui, sauf cas très particulier, file vers l'infini. La suite géométrique, elle, est beaucoup plus spectaculaire. On n'ajoute pas, on multiplie. C'est la croissance exponentielle. Et son destin est passionnant. Si le nombre par lequel on multiplie est petit, entre -1 et 1, la suite s'écrase complètement et tend vers 0. Sinon, en général, elle explose vers l'infini. D'accord, mais à quoi ça sert tout ça concrètement? Pourquoi est-ce que c'est si important de connaître le destin d'une suite? Eh bien, parce que ces idées, qui ont l'air très abstraites, sont en réalité au cœur de notre monde. Regardez autour de vous. Les intérêts composés sur un compte en banque, c'est une suite géométrique. Savoir si elles convergent ou divergent, c'est crucial pour un investissement. En informatique, le destin d'une suite nous dit si un programme va trouver une solution rapidement ou s'il va tourner en boucle pour toujours.
Ça s'applique aussi à la croissance d'une population, aux ondes en physique. Comprendre le destin d'une suite, c'est pouvoir prédire l'avenir d'un système. Finalement, les suites numériques, c'est bien plus qu'un simple outil mathématique. C'est une sorte de lentille qui nous permet d'analyser le monde, de comprendre des dynamiques et d'anticiper leur évolution. Alors la prochaine fois qu'un motif se répète, que ce soit en économie, en biologie ou dans une ligne de code, la question mérite d'être posée. Au fond, quel est son destin caché ?